Ne m'être recontacté jamais, était son dernier message. J'ai supprimé son numéro. Maintenant elle écrit depuis les téléphones de ses amis pour demander pourquoi je ne réponds pas. Ce qui a commencé comme une simple demande de respect de la vie privée s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je n'aurais jamais imaginé que demander à ma petite amie d'arrêter de diffuser notre vie personnelle conduirait à ce niveau de harcèlement. J'ai rencontré Anna Chin il y a 18 mois au Summit Rock Climbing à Denver, où je me rends religieusement tous les mardis et jeudis après le travail. Je travaille comme ingénieur en assurance qualité pour une entreprise de dispositifs médicaux. Je teste des logiciels qui maintiennent les gens en vie, donc l'escalade m'aide à décompresser de la pression constante du perfectionnisme. Anna assurait son ami sur le mur à côté du mien, et je l'ai entendu parler du nouveau café de jeux de société en ville que je voulais découvrir. Elle avait 28 ans, gérait les comptes de médias sociaux de 3 studios de fitness locaux, et avait ce rire contagieux qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Nous avons commencé à parler de notre amour mutuel pour les jeux de stratégie, et à la fin de la soirée, nous avions prévu d'aller au marché fermier ce week-end-là. Ces premiers mois ont été vraiment géniaux. Anna m'a fait découvrir de nouveaux sentiers de randonnée autour de Boulder, et je lui ai appris à faire la célèbre recette de chili de ma grand-mère. Elle semblait impressionnée que je sache réellement cuisiner de vrais repas au lieu de survivre de plats à emporter comme la plupart des gars de mon âge. Nous passions les dimanches matins à nous lire différentes sections du journal en buvant du café. Et elle s'enthousiasmait pour les événements locaux qu'elle voulait que nous essayions ensemble. Elle avait cette façon de trouver des joyaux cachés dans la ville, de petites galeries d'art, des salles de concert clandestines, des restaurants éphémères qui n'existaient que pour une semaine. Son enthousiasme était contagieux, et je me suis retrouvé à dire oui à des choses que j'aurais normalement évitées. Elle a emménagé avec moi après 6 mois, ce qui semblait naturel et juste à l'époque. Mon appartement en centre-ville avait une meilleure lumière pour sa création de contenu, et elle disait qu'elle aimait à quel point je gardais tout organisé et paisible. Elle a commencé à laisser de petits mots sur le miroir de ma salle de bain le matin. Des blagues sur mon approche systématique de l'organisation du porte-épices ou des messages doux sur à quel point elle appréciait nos soirées tranquilles ensemble. Les problèmes ont commencé subtilement, comme la plupart des problèmes de couple. Anna sortait son téléphone pendant nos conversations pour répondre rapidement aux commentaires sur ses publications. Puis elle a commencé à photographier nos repas avant que nous puissions les manger, me faisant attendre pendant qu'elle ajustait les angles et l'éclairage. Bientôt, elle me demandait de reprendre des photos de nous ensemble parce que l'éclairage n'était pas flatteur sur les 10 premières prises. Je comprenais que les médias sociaux faisaient partie de son travail, mais j'ai commencé à avoir l'impression que notre relation existait principalement pour alimenter sa présence en ligne. Elle a commencé à chronométrer nos activités en fonction des horaires de publication optimaux, suggérant que nous déplacions les réservations de dîner pour qu'elle puisse capturer une meilleure lumière naturelle pour ses stories Instagram. Nos randonnées spontanées sont devenues des séances photos soigneusement chorégraphiées où elle me faisait poser le dos à la caméra, regardant pensivement les vues de montagne pendant qu'elle capturait le moment candide parfait pour sa marque de style de vie en plein air. Le point de rupture est survenu lors de ce qui aurait dû être un dîner tranquille à la maison. J'avais préparé son plat de pâtes préféré, ouvert une bouteille de vin, et je lui parlais d'un projet difficile au travail quand elle a soudainement levé son téléphone et a commencé à diffuser en direct. Elle diffusait notre conversation à ses abonnés, leur demandant de donner leur avis sur le fait que j'étais trop négatif à propos de mes défis professionnels. Je suis resté assis là, la regardant jouer notre moment privé pour des inconnus, transformant mon stress personnel en contenu pour son public. Ses abonnés ont commencé à commenter en temps réel, offrant des conseils non sollicités sur mon attitude et suggérant que je devais être plus solidaire des objectifs de carrière d'Anna. Quand je lui ai demandé d'arrêter de filmer, elle a dit que ses abonnés méritaient un contenu de relation authentique et que je ne soutenais pas son influence croissante. Elle m'a accusé d'essayer de saboter sa croissance professionnelle en exigeant qu'elle cache la vraie dynamique de notre relation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre vie privée était devenue une victime de son ambition et que chaque moment intime était un matériau potentiel pour sa marque. La confrontation sur la diffusion en direct d'Anna s'est transformée en notre plus grande dispute à ce jour, mais pas pour les raisons que j'attendais. J'ai expliqué que le partage de détails intimes de notre relation en ligne ressemblait à une violation de la confiance, surtout quand elle invitait des inconnus à juger de mes difficultés personnelles au travail. La réponse d'Anna a été de m'accuser d'être contrôlant et de ne pas soutenir ses ambitions professionnelles, affirmant que le contenu authentique était ce que ses abonnés désiraient et que ma résistance à être présenté sabotait sa croissance professionnelle. Elle a insisté sur le fait que les relations modernes exigeaient ce niveau de transparence et que mon désir de vie privée était dépassé et égoïste.
Elle a comparé notre situation à celle de couples de célébrités qui partageaient tout en ligne, arguant que les relations d'influenceurs impliquaient naturellement une plus grande exposition publique que les fréquentations traditionnelles. Ce que j'ai découvert plus tard m'a retourné l'estomac. Anna avait secrètement enregistré nos conversations téléphoniques pendant des mois, prévoyant de les utiliser comme matériaux pour un podcast de conseils relationnels qu'elle développait avec l'une de ses amies influenceuses du fitness. J'ai trouvé les fichiers audio sur son ordinateur portable quand elle m'a demandé de l'aider à résoudre un problème technique avec son logiciel de montage et j'ai réalisé que des conversations que je pensais privées entre partenaires avaient été enregistrées et classées par sujet pour une utilisation potentielle de contenu. Il y avait des dossiers intitulés Stress au travail de Marcus, Conflits relationnels, et Conversations intimes, chacun contenant des heures d'enregistrement qu'elle avait apparemment transcrits et analysés pour son émission à venir sur les dynamiques de rencontre des milléniaux. Le dossier le plus dérangeant était intitulé Contenu de rupture potentielle, qui contenait des enregistrements de nos discussions les plus animées ainsi que ses notes écrites sur les segments qui feraient des épisodes de podcast captivants. Lorsque je l'ai confrontée au sujet des enregistrements, Anna est devenue défensive et a affirmé qu'elle avait prévu de me demander la permission avant d'utiliser le matériel, bien qu'elle ne puisse pas expliquer pourquoi elle m'avait secrètement enregistré pendant des mois sans que je le sache. Elle a dit que la capture de moments de relations authentiques exigeait que les gens agissent naturellement, et que le fait de savoir qu'ils étaient enregistrés aurait changé la dynamique de nos conversations. Anna a soutenu que les séances de thérapie de couple sont enregistrées tout le temps, alors pourquoi cela devrait-il être différent ? Manquant complètement le point que ces enregistrements sont consensuels et confidentiels plutôt que du contenu de divertissement potentiel pour des milliers d'inconnus. La dispute s'est envenimée quand j'ai exigé qu'elle supprime immédiatement tous les enregistrements, et Anna a refusé, affirmant qu'il représentait des mois de travail pour son projet de podcast et que j'étais déraisonnable à propos de contenu qui pourrait aider d'autres couples à surmonter des défis relationnels similaires. Elle a suggéré que j'étais paranoïaque et que ma réaction prouvait que j'avais quelque chose à cacher. Transformant ma violation de la vie privée en une preuve de ma propre inadéquation en tant que partenaire. Anna avait même partagé des captures d'écran de nos conversations textuelles privées avec sa communauté en ligne, demandant des conseils sur la façon de gérer ma réticence à participer à sa création de contenu, externalisant essentiellement les conseils relationnels à des inconnus qui n'entendaient que sa version de nos problèmes. J'ai réalisé qu'Anna avait systématiquement documenté notre relation non pas pour préserver des souvenirs ou améliorer notre connexion, mais pour récolter du matériel pour sa marque personnelle, traitant nos moments les plus vulnérables comme de la matière première pour sa machine de création de contenu. La trahison me semblait plus profonde que les seuls enregistrements. C'était la nature calculée de la façon dont elle avait observé et catalogué nos interactions tout en prétendant être pleinement présente et émotionnellement investie dans nos conversations. Je me suis demandé combien de ces gestes affectueux avaient été joués pour une documentation potentielle, et si l'un de nos moments intimes avait été sincère plutôt que des opportunités de création de contenu. Cette nuit-là, Anna m'a envoyé 17 messages textes consécutifs expliquant pourquoi j'avais tort d'être contrarié par les enregistrements, alternant entre des accusations selon lesquelles je sabotais sa carrière et des promesses qu'elle n'utiliserait jamais le matériel sans mon consentement explicite. Ces messages ont révélé à quel point elle croyait profondément que notre relation devait servir ses objectifs professionnels et à quel point elle comprenait peu les limites de base qui rendent les partenariats intimes possibles plutôt que performatifs. Le dernier message de cette rafale a été celui qui a mis fin à tout entre nous. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas soutenir ses ambitions de carrière et comprendre que les relations modernes exigeaient de la flexibilité en matière de vie privée, alors peut-être que je ne devrais plus jamais lui envoyer de messages car elle en avait assez d'essayer de me faire comprendre sa vision de notre avenir ensemble. J'ai suivi le conseil d'Anna et j'ai complètement supprimé ses coordonnées, bloquant son numéro et la retirant de tous mes comptes de médias sociaux dans les heures qui ont suivi la réception de cet ultimatum final. La paix a duré exactement 18 heures avant que mon téléphone ne se mette à vibrer de messages provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Tous demandant pourquoi je ne répondais pas aux tentatives d'Anna de me joindre. Son amie influenceuse du fitness, Sierra, a été la première à me contacter, envoyant un texto prétendant qu'elle avait besoin de mon expertise technique pour réparer son ordinateur portable, mais a rapidement pivoté pour me poser des questions sur mon statut relationnel et si Anna et moi travaillions sur nos problèmes de communication. J'ai réalisé qu'Anna avait immédiatement mobilisé son réseau d'amis pour servir d'intermédiaire, racontant probablement l'histoire de manière à se faire passer pour la victime de mon silence soudain plutôt que de reconnaître ses violations de la vie privée. Le schéma est devenu évident en quelques jours. Différents amis me contactaient avec des excuses transparentes pour entamer des conversations, puis orientaient la discussion vers des questions sur la raison pour laquelle j'ignorais les messages d'Anna et si je prévoyais de régler les choses avec elle. Sierra a envoyé des textos quotidiens pendant une semaine,
chacun de plus en plus manifestement conçu pour extraire des informations sur mes sentiments et mes projets futurs, comme si elle menait une reconnaissance pour le compte d'Anna. Ces messages allaient de fausses questions techniques sur des problèmes de logiciel à des demandes informelles sur mes projets de week-end, mais ils revenaient toujours à Anna et à quel point elle était confuse au sujet de ma disparition soudaine de sa vie. Le harcèlement s'est étendu au-delà des simples messages textes lorsque j'ai commencé à recevoir des commandes de livraison de nourriture que je n'avais pas passées. Toutes payées par des comptes anonymes, mais clairement conçues pour attirer mon attention et forcer une sorte de réponse. Des livraisons de pizza, de la nourriture thaïlandaise, des commandes de sushis coûteuses, tout arrivant à mon appartement avec des notes comme « J'espère que tu manges bien et je pense à toi » qui venaient manifestement d'Anna malgré sa prétention de maintenir la limite de non-contact qu'elle avait exigée. Les livreurs avaient l'air aussi confus que moi, et j'ai commencé à devoir expliquer que je n'avais rien commandé. Alors qu'ils me montraient des reçus avec mon adresse et des confirmations de paiement anonymes, j'ai découvert qu'Anna avait utilisé nos applications partagées pour suivre ma position et coordonner ses tentatives de contact par procuration, chronométrant les livraisons de nourriture pour quand elle savait que je serais à la maison en fonction de mon emploi du temps prévisible et des données de localisation des applications que nous avions partagées pendant notre relation. Elle exploitait les informations de notre calendrier Google partagé, de notre compte Spotify commun, et même de notre application de livraison d'épicerie partagée pour surveiller mes déplacements et mes routines quotidiennes. L'escalade la plus inquiétante est survenue quand Anna a créé de faux comptes de médias sociaux pour surveiller mon activité en ligne et m'envoyer des demandes d'amis à partir de profils fictifs avec des photos génériques et un historique de publication minimal. J'ai commencé à recevoir des demandes de connexion LinkedIn de personnes dont les profils semblaient légitimes jusqu'à ce que je remarque qu'elles travaillaient toutes dans le marketing des médias sociaux et avaient des liens avec le réseau professionnel d'Anna. Elle menait essentiellement une campagne de harcèlement numérique tout en maintenant une dénégation plausible en utilisant des intermédiaires et de faux comptes plutôt que de me contacter directement. Les faux profils aimaient mes publications d'il y a des mois, parcourant clairement toute ma chronologie pour recueillir des informations sur mes intérêts et mes activités tout en maintenant l'apparence d'une interaction aléatoire sur les médias sociaux. Les livraisons de nourriture se sont intensifiées pour inclure du vin cher, des chocolats gastronomiques et des arrangements floraux élaborés, tous anonymes, mais augmentant clairement en coût et en implications romantiques. Alors qu'Anna devenait apparemment plus désespérée d'obtenir une reconnaissance, j'ai réalisé qu'elle documentait probablement mon manque de réponse pour créer du contenu sur le fait d'être ignorée, transformant même mon silence en matériau pour son récit de victime tout en violant simultanément la limite de non-contact qu'elle avait établie. Son réseau d'amis a commencé à commenter mes anciennes publications sur les médias sociaux, laissant des messages qui semblaient informels, mais qui étaient manifestement des tentatives coordonnées pour maintenir une sorte de présence numérique dans ma vie. Malgré mon désir clair de séparation, il laissait des commentaires génériques comme super photo ou ça a l'air amusant sur des publications datant d'avant même notre rencontre, créant des notifications qui me rappelleraient la surveillance continue de son réseau sur ma présence en ligne. Le schéma a révélé à quel point Anna avait intégré ses relations personnelles à sa stratégie de création de contenu, traitant ses amis comme des assistants non rémunérés dans sa campagne de harcèlement numérique plutôt que de respecter mon droit à la vie privée et à l'espace après la fin de notre relation, et transformant ma demande de limite de base en un projet collaboratif qui impliquait plusieurs personnes dans la violation de mon désir clairement exprimé d'être laissé seul. La situation a atteint un nouveau niveau dangereux lorsque j'ai mis à jour mon profil de rencontre après 3 semaines de harcèlement, déclenchant apparemment le désespoir d'Anna en mode panique totale. J'avais simplement changé mon statut relationnel et ajouté une photo récente d'une randonnée que j'avais faite seule. Rien de dramatique ou de pointé vers ma relation précédente. Quelques heures après avoir fait ces mises à jour, Anna a lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne publique sur les médias sociaux conçue pour détruire ma réputation et me forcer à reprendre contact avec elle. Elle a publié une série de stories Instagram et de publications Facebook affirmant que je l'avais ignorée sans aucune explication après 18 mois de ce qu'elle appelait une relation amoureuse et engagée. Sa version des événements omettait soigneusement toute mention des violations de la vie privée, des enregistrements secrets, ou des dépassements de limites qui avaient conduit à notre rupture. Au lieu de cela, elle me dépeignait comme quelqu'un qui avait simplement disparu de sa vie sans avertissement ni raison. Elle a partagé des captures d'écran soigneusement éditées de nos conversations textuelles, recadrant le contexte qui aurait révélé son comportement manipulateur tout en mettant en évidence des messages qui me faisaient paraître froid ou insensible à ses besoins émotionnels. Ces publications peignaient le tableau d'une petite amie dévouée qui avait été prise au dépourvu par la cruauté soudaine de son partenaire. Et elle a encouragé ses abonnés à partager leurs propres expériences avec des hommes qui les avaient maltraités. La réponse de sa base d'abonnés a été rapide et virulente. En 24 heures,
Je recevais des dizaines de commentaires sur mes comptes de médias sociaux professionnels m'appelant sans cœur, manipulateur et émotionnellement abusif. Sa communauté de fitness s'est ralliée à son récit de victime, d'autres influenceurs partageant ses publications et ajoutant leurs propres commentaires sur la masculinité toxique et les hommes qui abandonnent les femmes sans explication. Les comptes de médias sociaux de mon entreprise ont commencé à recevoir des commentaires négatifs de comptes avec des noms d'utilisateurs liés au fitness. Tous faisant écho aux arguments d'Anna sur ma prétendue cruauté émotionnelle et se demandant si mon employeur devait s'associer avec quelqu'un qui traitait si mal les femmes. Le harcèlement professionnel m'a forcé à avoir une conversation inconfortable avec mon manager, expliquant qu'une ex-petite amie menait une campagne sur les médias sociaux contre moi et que les commentaires négatifs ciblant les comptes de notre entreprise faisaient partie de sa tentative de nuire à ma carrière. J'ai dû désactiver temporairement mon profil LinkedIn professionnel lorsque le harcèlement s'est étendu à mes relations de travail, plusieurs collègues me demandant en privé des informations sur les commentaires négatifs qu'ils avaient vus de personnes prétendant connaître mon comportement personnel. L'ampleur de la campagne d'Anna est devenue claire lorsque j'ai découvert qu'elle avait fait des recherches sur mon histoire professionnelle, contactant d'anciens collègues et amis d'université par le biais de faux profils de médias sociaux pour recueillir des informations qui pourraient être utilisées contre moi dans son récit public. Elle construisait systématiquement un dossier pour prouver que j'étais une personne fondamentalement imparfaite qui méritait d'être publiquement humiliée pour mon prétendu traitement à son égard. L'escalade la plus manipulatrice est survenue quand Anna a réussi à convaincre sa sœur de 19 ans, Emma, de m'appeler, prétendant être en crise, espérant exploiter ce qu'elle savait être mon désir instinctif d'aider les personnes en détresse réelle. Emma a laissé un message vocal en larmes affirmant qu'elle avait des crises de panique et qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un qui comprenait l'anxiété, demandant spécifiquement mon aide parce qu'Anna avait toujours dit que j'étais doué pour parler aux gens dans des situations stressantes. L'appel était clairement scénarisé pour contourner mes limites de non-contact en créant une urgence humanitaire qui m'obligerait à répondre, pariant que ma décence humaine de base l'emporterait sur mon besoin de me séparer du réseau de manipulation d'Anna. J'ai réalisé qu'Anna avait non seulement instrumentalisé son propre réseau d'amis et d'abonnés, mais qu'elle avait également recruté les membres de sa famille pour violer mes limites sous le couvert d'urgence de santé mentale, démontrant à quel point elle avait complètement corrompu chaque relation de sa vie dans le but de maintenir le contrôle sur moi. Sa campagne publique a continué de s'intensifier avec des publications sur l'importance de la clôture et sur la façon dont l'ignorance représentait une forme d'abus émotionnel qui laissait les victimes sans la capacité de guérir ou de comprendre ce qu'elles avaient fait de mal. Elle a partagé des articles sur la psychologie de l'abandon soudain et a organisé des sessions en direct sur Instagram où elle discutait en larmes de sa confusion et de sa douleur tout en évitant soigneusement toute mention des comportements qui avaient réellement causé la fin de notre relation. Se concentrant plutôt sur sa souffrance en tant que victime innocente de ma prétendue insensibilité. Les abonnés d'Anna ont commencé à créer leur propre contenu sur la situation, partageant l'histoire sur plusieurs plateformes et encourageant les autres à consulter mes comptes de médias sociaux pour constater de visu ce qu'ils appelaient mon comportement sans cœur, transformant mon désir de vie privée en une preuve de culpabilité et créant une campagne de harcèlement viral qui s'étendait bien au-delà de son réseau immédiat. La campagne de harcèlement a atteint un tournant lorsque mon collègue Blake, qui avait été témoin du comportement manipulateur d'Anna lors de ses visites à notre bureau, m'a proposé de m'aider à tout documenter en vue d'une éventuelle action en justice. Blake avait toujours été sceptique quant au besoin constant d'Anna de tout filmer et photographier, et il se souvenait de plusieurs incidents inconfortables où elle avait tenté d'impliquer nos collègues dans sa création de contenu sans leur consentement explicite. Il m'a aidé à compiler des captures d'écran de tous les messages par procuration, des reçus de livraison de nourriture, des faux profils de médias sociaux et des tentatives de harcèlement professionnel dans un dossier complet qui brossait un tableau clair de harcèlement et de diffamation. Blake m'a également mis en contact avec sa petite amie Zoé, qui travaillait comme thérapeute spécialisée dans les tactiques de traumatisme et de manipulation. Et elle a expliqué que le comportement d'Anna suivait des schémas classiques d'abus narcissiques et de harcèlement numérique conçus pour maintenir le contrôle sur les victimes même après la fin des relations. Grâce à Zoé, j'ai appris que le recrutement par Anna d'amis et de membres de sa famille pour violer mes limites était une stratégie de manipulation courante appelée les singes volants, où les abuseurs utilisent leur réseau social pour continuer le harcèlement tout en maintenant une dénégation plausible de leur implication directe. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle la campagne d'Anna a commencé à se retourner contre elle alors que de plus en plus de personnes de son réseau professionnel ont commencé à reconnaître les schémas toxiques de son comportement. Plusieurs professionnels de l'industrie du fitness qui avaient travaillé avec elle ont commencé à me contacter en privé, partageant leurs propres histoires sur la tendance d'Anna à exploiter les relations personnelles et à franchir les limites professionnelles pour la création de contenu.
Une instructrice de yoga nommée Rachel m'a contacté via LinkedIn pour m'avertir qu'Anna avait déjà enregistré des conversations privées avec des clients et utilisé leurs difficultés personnelles comme matériaux pour ses publications de motivation sans permission. Un autre influenceur du fitness m'a dit qu'Anna avait répandu des rumeurs sur des concurrents de leur industrie, utilisant des captures d'écran de messages privés pour nuire à la réputation d'autres personnes lorsqu'elles refusaient de collaborer à ses projets de contenu. Le schéma qui s'est dégagé était que je n'étais pas la première victime d'Anna, mais plutôt la dernière d'une série de personnes qu'elle avait manipulées et exploitées pour sa marque personnelle. Les habitudes de documentation obsessionnelle d'Anna, que j'avais initialement considérées comme une simple utilisation excessive des médias sociaux, faisaient en fait partie d'une approche systématique pour recueillir des munitions contre quiconque pourrait contester son récit ou refuser de participer à sa création de contenu. Alors que de plus en plus de ses anciens amis et collaborateurs se sont manifestés avec des expériences similaires, il est devenu clair qu'Anna menait ce type de guerre psychologique depuis des années, traitant chaque relation comme une source de contenu potentiel et chaque désaccord comme une opportunité de recueillir du matériel pour de futures campagnes de dénigrement public. L'industrie du fitness a commencé à prendre ses distances avec Anna lorsque les marques ont découvert son schéma documenté d'exploitation des relations personnelles et de violation de la vie privée des gens pour la création de contenu. Plusieurs entreprises ont discrètement mis fin à leur contrat de sponsoring avec elle lorsqu'elles ont réalisé que s'associer avec quelqu'un qui avait un historique de manipulation et de harcèlement d'anciens partenaires pouvait nuire à leur propre réputation. Zoé m'a aidé à comprendre que l'escalade du comportement d'Anna était probablement due à l'effondrement de son image professionnelle et à la prise de conscience que ses tactiques de manipulation ne fonctionnaient plus, ce qui amenait souvent les abuseurs narcissiques à devenir plus désespérés et agressifs dans leur tentative de reprendre le contrôle. Le système de soutien que Blake et Zoé ont fourni a été inestimable pour m'aider à garder du recul et à réaliser que la campagne d'Anna contre moi n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un schéma plus large de comportement prédateur qui avait affecté plusieurs personnes dans sa vie professionnelle et personnelle. J'ai commencé à voir que mon expérience avec Anna n'était pas un échec personnel de ma part, mais plutôt le résultat d'avoir été ciblé par quelqu'un qui exploitait systématiquement la confiance et la vulnérabilité des gens pour son propre gain personnel. 6 mois après notre rupture initiale, Anna a orchestré ce qui allait devenir la confrontation finale et la plus révélatrice de toute notre relation. Elle avait suivi mes achats par carte de crédit grâce aux applications financières partagées que nous n'avions jamais officiellement déconnectées, analysant mes habitudes de dépenses pour déterminer mes routines régulières et mes endroits préférés à Denver. J'ai découvert plus tard qu'elle surveillait mes transactions depuis des semaines, notant que je visitais le café Groundes tous les samedis matins à 9h30 précise, commandant toujours le même café noir moyen et m'asseyant à la table du coin près de la fenêtre où je pouvais lire sans être dérangé. Le plan d'Anna était sophistiqué dans sa manipulation. Elle est arrivée au café avec son téléphone déjà en train d'enregistrer, se positionnant à une table où elle pouvait nous capturer tous les deux dans le cadre tout en maintenant l'apparence d'une rencontre fortuite. Quand je suis entré ce samedi matin, elle a immédiatement commencé à filmer ce qu'elle avait clairement l'intention d'être une scène de réconciliation pour sa série de retours, un récit de médias sociaux planifié sur la croissance personnelle et le pardon. Au moment où elle m'a vu, Anna s'est lancée dans une performance en larmes sur à quel point je lui avais manqué et à quel point elle avait eu tort de privilégier sa carrière par rapport à notre relation, parlant assez fort pour que les autres clients puissent entendre chaque mot de ce qui ressemblait à des excuses sincères. J'ai réalisé qu'elle enregistrait tout quand j'ai remarqué le téléphone appuyé contre son sac à main, orienté pour capturer ma réaction à sa dépression émotionnelle apparente et à sa déclaration publique de regret. Anna avait répété toute cette scène, comptant sur le cadre public pour me pousser à répondre positivement pendant qu'elle documentait ma réaction pour son public sur les médias sociaux. Sa performance comprenait des larmes stratégiquement programmées, des références au bon moment que nous avions partagé, et un langage soigneusement choisi sur la croissance personnelle et l'apprentissage de ses erreurs, le tout conçu pour la faire paraître comme quelqu'un qui avait vraiment changé plutôt que quelqu'un qui manipulait une rencontre publique pour la création de contenu. Elle a parlé d'avoir suivi une thérapie et d'avoir découvert comment son besoin de validation par les médias sociaux avait nui à notre relation, affirmant qu'elle comprenait maintenant l'importance de la vie privée et des liens authentiques par rapport à la performance numérique. Quand je lui ai calmement dit que son harcèlement continu par le biais de contacts par procuration avait éliminé toute possibilité même d'une amitié entre nous, le récit soigneusement construit d'Anna s'est immédiatement effondré. Elle s'attendait à ce que j'accepte la réconciliation pour les caméras ou que je me mette suffisamment en colère pour me faire paraître déraisonnable. Mais mon refus silencieux de participer à sa performance l'a laissé se démener pour sauver le contenu qu'elle avait prévu de créer. Le masque est complètement tombé quand Anna a réalisé que son embuscade publique ne produisait pas la réunion dramatique ou la confrontation explosive dont elle avait besoin pour son histoire de retour,
Et elle a commencé à exiger que je lui explique pourquoi j'étais si cruel envers quelqu'un qui essayait de se racheter. Sa voix s'est élevée alors que les autres clients ont commencé à remarquer l'agitation, et je l'ai regardé se transformer de l'ex-petite amie vulnérable et repentante en la personne autoritaire et manipulatrice avec qui j'avais réellement été en couple. Anna a commencé à m'accuser d'être sans cœur et incapable de pardonner. Abandonnant complètement ses excuses scénarisées au profit du schéma familier de me rendre responsable de son état émotionnel et de son image publique. Elle a commencé à énumérer toutes les façons dont elle avait essayé de me joindre et de se réconcilier, admettant par inadvertance les comportements de harcèlement même qu'elle avait niés pendant des mois. Le moment le plus révélateur est survenu lorsqu'elle a oublié que son téléphone enregistrait toujours et a commencé à détailler toutes les façons dont elle avait suivi mes activités et coordonné avec des amis communs pour surveiller ma vie, créant par inadvertance des preuves du comportement de harcèlement qu'elle avait nié pendant des mois. La séquence non montée a capturé ses tentatives de manipulation calculée, sa volatilité émotionnelle lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu, et son admission désinvolte des violations de limites qui avaient été la véritable cause de la fin de notre relation. Anna a accidentellement révélé qu'elle avait utilisé le suivi de localisation via des applications partagées, surveillé mon activité sur les médias sociaux via de faux comptes, et coordonné le harcèlement via son réseau d'amis, tout en maintenant publiquement qu'elle était la victime innocente de ma cruauté. Lorsque d'autres clients ont commencé à enregistrer son comportement de plus en plus erratique avec leur propre téléphone, Anna a finalement réalisé que son contenu de retour prévu était devenu la preuve de son caractère manipulateur et instable. 1 an plus tard, j'avais complètement reconstruit ma vie avec un niveau d'intimité et de paix que je n'avais pas connu depuis avant de rencontrer Anna. J'ai changé de numéro de téléphone, trouvé un nouvel appartement dans un autre quartier de Denver avec de meilleures caractéristiques de sécurité, et établi des routines complètement nouvelles qui ne pouvaient être prédites ou surveillées par quelqu'un de mon passé. Le complexe d'appartements avait une entrée par carte clé, des casiers à colis qui nécessitaient une vérification d'identité, et des caméras de sécurité qui rendaient les livraisons anonymes impossibles, créant les limites physiques dont j'avais besoin pour me sentir en sécurité dans mon propre espace. J'ai également commencé à sortir sérieusement avec Zoé après des mois d'amitié. Cela s'était naturellement transformé en quelque chose de plus profond et de plus sincère que tout ce que j'avais vécu avec Anna. Zoé comprenait les limites d'une manière qu'Anna n'aurait jamais pu, respectant mon besoin de conversation privée et d'espace personnel tout en construisant la confiance par un comportement constant et honnête plutôt que par des gestes performatifs conçus pour la consommation publique. Nous maintenons des politiques de confidentialité numérique strictes dans notre relation. Pas d'application de localisation partagée, pas de publication l'un sur l'autre sur les médias sociaux, et un accord mutuel selon lequel nos conversations personnelles resteraient confidentielles entre nous. Pendant ce temps, la carrière d'influenceuse d'Anna s'était complètement effondrée alors que l'ampleur de son comportement prédateur était devenue de notoriété publique au sein des communautés du fitness et des médias sociaux. Plusieurs anciens petits amis et partenaires commerciaux se sont manifestés avec des histoires similaires de violation de la vie privée, d'enregistrements secrets et de campagnes de harcèlement, créant un schéma documenté qui a détruit sa crédibilité et sa réputation professionnelle. La vidéo virale de sa crise de nerfs au café, où elle a accidentellement avoué m'avoir harcelé tout en tentant de créer du contenu de réconciliation, avait été partagée sur plusieurs plateformes comme un exemple de manipulation par les influenceurs et d'abus numériques. Plusieurs grandes marques de fitness ont publié des déclarations publiques se distanciant d'Anna après que les preuves de ces tactiques de harcèlement soient devenues largement connues, la mettant de fait sur une liste noire de l'industrie où elle avait autrefois construit sa carrière. Le bilan psychologique de ces schémas de comportement et l'exposition publique de ces tactiques de manipulation ont finalement forcé Anna à chercher un traitement de santé mentale légitime, bien que je ne l'ai appris que par le biais de connaissances communes plutôt que par un contact direct. Elle a fait une dernière tentative pour me contacter par le biais d'une consultation juridique, affirmant qu'elle avait besoin de faire amende honorable dans le cadre de son processus thérapeutique et demandant une conversation médiatisée pour discuter du mal qu'elle avait causé. Mon avocat a examiné la demande et m'a conseillé que je n'avais aucune obligation de participer au processus de rétablissement d'Anna, en particulier compte tenu du harcèlement et du harcèlement documenté qui s'était produit pendant des mois. Nous avons officiellement bloqué toutes les tentatives de communication par les voies légales, indiquant clairement que tout contact futur serait considéré comme une violation des limites établies et pourrait entraîner une action en justice formelle. L'ironie ne m'a pas échappé que l'obsession d'Anna à documenter chaque moment de notre relation dans sa campagne de harcèlement subséquente avait créé un dossier complet de son propre comportement manipulateur qui a finalement détruit la carrière qu'elle avait essayé de construire en exploitant les relations personnelles. J'ai appris par le réseau de l'industrie du fitness qu'Anna avait finalement déménagé dans un autre État, abandonnant complètement les médias sociaux et travaillant dans un domaine complètement différent où son comportement passé ne pouvait pas la suivre.
finalement forcée de reconstruire sa vie loin des plateformes numériques qui avaient permis ces schémas prédateurs. Zoé et moi avons maintenu notre engagement envers la confidentialité numérique et la connexion authentique, construisant une relation basée sur une compatibilité authentique et un respect mutuel plutôt que sur la performance sur les médias sociaux ou la création de contenu. Nous n'avons jamais apparu ensemble sur les médias sociaux, avons gardé les détails de notre relation privée, et nous nous sommes concentrés sur la création de vrais souvenirs plutôt que de moments documentés conçus pour la consommation publique. Le contraste avec ma relation précédente était remarquable. Avec Zoé, je n'ai jamais eu à m'inquiéter que mes paroles soient enregistrées, que mes activités soient surveillées, ou que mes difficultés personnelles soient transformées en contenu que des inconnus jugeraient et analyseraient.